tous, je m'appelle Sarah Dia, je suis interne d'anesthésie réanimation avec ici en Valtir à 17. Et je remercie le docteur Pierre-Étienne Leblanc d'avoir accepté de m'encadrer pour ce stage junior. Un stage qui s'appelle DLE et devenu GDE, ou bien la place de la dérivation lombaire externe en neuroréanimation. Pourquoi j'ai choisi de faire ce stage junior? C'est parce qu'en fait, la dérivation lombaire externe, donc la DLE, c'est une thérapeutique qui a été à plusieurs reprises évoquée au cours de notre semestre sur différents patients. Et finalement, on ne l'a pas utilisé, mais c'est un traitement qui est de plus en plus utilisé dans d'autres neuroréanimations, notamment à Paris, à la Rivoisière, à Montpellier, à Grenoble. Et voilà, donc c'est probablement une thérapeutique qui est en essor. Et donc, en neuroréanimation, on a deux grosses pathologies pour lesquelles on a une indication à dériver le liquide céphalorachidien. C'est l'hémorragie méningée, l'hydrocéphalie dans le cadre de l'hémorragie méningée et la gestion de l'hypertension intracrânienne chez le traumatisé crânien. Pour dériver le liquide céphalorachidien, une des principales techniques qu'on utilise, c'est la dérivation ventriculaire externe. La dérivation ventriculaire externe comporte quand même peut avoir plusieurs problématiques. Tout d'abord, qui dit dérivation ventriculaire externe dit dispositif invasif. Et donc, dispositif invasif, on a un risque infectieux. Avec un taux d'infection sur les dérivations ventriculaires externes qui est retrouvé dans la littérature à 11,3%, ou bien à peu près 11 jours pour 1000 jours de cathéter. Ici, on a un petit peu moins, on a à peu près 4 à 5 infections pour 1000 jours de cathéter. Les infections sur DVE sont des infections qui sont difficiles à diagnostiquer, qui sont également très difficiles à traiter, avec une mortalité qui est importante, qui peut atteindre 30% au cours de l'hospitalisation et jusqu'à même 40% à 1 an. Le risque d'infection, il est évidemment majoré avec la durée de drainage, avec un pic d'infection à J9, J10. On a quand même des méthodes de prévention des infections, en privilégiant notamment une pause de bloc opératoire avec des conditions d'asepsie strictes, en ayant des protocoles de gestion paramédicale de la dérivation, en limitant au maximum les manipulations sur les lignes de drainage et, comme je viens de le dire, en essayant d'avoir la durée de drainage la plus courte possible. La dérivation ventriculaire externe, c'est un cathéter qui va traverser le parenchyme cérébral et c'est un cathéter avec un risque de complications hémorragiques, notamment si le patient est sous traitement purifiant le sang, en fonction de la taille du cathéter, sachant que les cathéters de dérivation ventriculaire externe, ils ont une taille qui peut varier dans le commerce entre 2 et 4 mm. Je ne sais pas ce qu'on utilise ici, mais en tout cas, juste pour faire une comparaison, les cathéters de perfusion orange qu'on peut utiliser, donc les 14 gauche, c'est 2 mm de diamètre externe. Donc voilà, c'est des cathéters, les cathéters de dérivation ventriculaire ont un diamètre qui est relativement important, ce qui peut expliquer le risque de complications hémorragiques. Ce risque de complications hémorragiques, il est d'environ 6%, dont 1% de ces complications est dite cliniquement significative, en tout cas avec un retentissement sur le patient. Enfin, ces cathéters peuvent se boucher, que ce soit suite à une obstruction du cathéter, de l'extrémité du cathéter par un caillot de sang, ou bien suite à un surdrainage avec des ventricules qui se collabent. Si le cathéter se bouche et que cette obstruction persiste malgré certains traitements qu'on peut tenter, et que le patient nécessite toujours d'être dérivé, la seule solution, en fait, c'est de remplacer cette dérivation ventriculaire. Et donc, à nouveau, risque de complications infectieuses par manipulation et par nouvelle ponction, et risque de complications hémorragiques sur le trajet du cathéter de dérivation. Enfin, la DVE, la pause, elle est quand même conditionnée par les neurochirurgiens. Alors, sur l'indication, on arrive quand même à être d'accord, ça, il n'y a pas de souci, mais ça nécessite donc qu'un neurochirurgien soit disponible, qu'on ait une salle de bloc disponible et qu'on ait un anesthésiste disponible. Voilà. Donc on a quand même souvent, c'est une indication urgente dans la plupart du temps, mais on a quand même un delta de temps entre le moment de l'indication et la pause de la dérivation. C'est pour ces raisons-là et d'autres raisons que je vais vous expliquer plus tard qu'il peut être intéressant dans certaines situations d'essayer de trouver une alternative, et la dérivation lombaire externe
pourrait être une alternative à la dérivation ventriculaire externe. Donc le principe de la dérivation lombaire externe, c'est en fait de mettre un cathéter de drainage dans les espaces sous-arachnoïdiens, mais au niveau lombaire. Et c'est une pose qui peut être faite soit par les neurochirurgiens, soit par un anesthésiste. Donc, premier cas qu'on va étudier, c'est la DLE dans le cadre de l'hémorragie méningée. Donc, un patient qui souffre d'hémorragie méningée, il va pouvoir présenter plusieurs complications, dont notamment une hydrocéphalie. L'hydrocéphalie qui survient dans 20% des hémorragies méningées à la phase aiguë, 15% de manière un peu plus tardive. Et cette hydrocéphalie va être liée à la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens et les métabolites qui vont altérer la circulation du liquide céphalorachidien, avec donc un risque d'accumulation du liquide céphalorachidien au niveau des ventricules et un risque d'hypertension intracrânienne. Pour ces raisons-là, c'est pour cette raison-là que certains patients nécessitent d'être dérivés. L'autre complication qui, à mon sens, est la complication la plus importante des hémorragies méningées et la complication qu'on doit à tout prix éviter, c'est l'ischémie cérébrale retardée. Donc l'ischémie cérébrale retardée qui survient dans à peu près 30% des hémorragies méningées, avec une mortalité qui est très importante, qui peut être jusqu'à 50% selon les séries. Et donc l'ischémie cérébrale retardée, c'est défini par l'apparition d'un nouveau déficit neurologique pendant plus d'une heure, ou une diminution du score de Glasgow d'au moins 2 points, ou bien l'apparition d'une zone d'ischémie à l'imagerie sans autre cause retrouvée dans les 4 à 10 jours après l'hémorragie. Cette ischémie cérébrale retardée, elle est liée en fait à la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. En fait, le sang, la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens avec les métabolites va favoriser ce qu'on appelle les cortical spreading depolarizations. En fait, ce sont des vagues de dépolarisation corticale qui sont liées à la libération d'ions comme le potassium ou bien de glutamate qui vont en fait entraîner une dépolarisation majeure des neurones et des cellules gliales ces dépolarisations sur un cerveau sain le cerveau sain en fait va augmenter son débit sanguin cérébral pour s'adapter à ces dépolarisations, mais un cerveau malade, un cerveau lésé va à l'inverse, lui ne va pas pouvoir s'adapter et va diminuer son débit sanguin cérébral et à force pouvoir souffrir d'ischémie. Une autre explication à la survenue d'ischémie cérébrale retardée, c'est qu'on peut avoir en fait un obstacle à la circulation physiologique du liquide céphalorachidien qui, en fait, dans tout son parcours, va également en fait, communiquer avec des artérioles et des capillaires. Et les métabolites, les métabolites, donc c'est tout ce qui est même hémocidérine, tout ça, en fait, vont bloquer la circulation entre le liquide céphalorachidien, ses artérioles et ses capillaires, et favoriser en fait l'ischémie au passage des cortical spreading depolarization. Et la dernière cause, c'est l'inflammation. Donc en fait, le sang et puis ses métabolites vont avec les microtrombies, vont entraîner en fait une inflammation et une vasoconstriction qui favorise également l'ischémie cérébrale retardée. Avec tout ça, on comprend bien que notre objectif chez un patient qui souffre d'une hémorragie méningée, c'est de diminuer au maximum l'inoculum sanguin dans les espaces sous-arachnoïdiens afin d'éviter les complications. Il y a eu plusieurs études de cohorte qui ont tenté donc, de voir l'effet des dérivations lombaires externes sur la survenue d'ischémie cérébrale retardée. Ces études étaient plutôt en faveur, mais voilà, on préfère quand même avoir des études contrôlées randomisées. Et donc en 2012, il y a un essai, donc l'essai LUMAS, qui a été publié dans Stroke. C'est une étude monocentrique qui a été faite en Grande-Bretagne. Donc c'était un essai contrôlé randomisé dont l'objectif était de déterminer si la dérivation lombaire externe était effectivement associée à une diminution du risque d'ischémie cérébrale retardée par rapport au traitement standard qui était donc la DVE chez les patients atteints d'une hémorragie méningée anévrismale. Donc on avait uniquement les hémorragies méningées anévrismales, toutes les autres n'étaient pas prises en compte. La population de cette étude, c'était donc les hémorragies méningées anévrismales de grade 1 à 4. Les patients dans le coma étaient donc exclus. Fichard 2 à 4, et ces patients devaient être inclus dans les 96 heures après l'hémorragie. L'intervention, c'était traitement standard de l'hémorragie méningée, plus dérivation lombaire externe, avec un objectif de drainage d'environ 5 à 10 ml par heure jusqu'à ce que le liquide devienne clair.
Le critère de jugement principal, c'était la survenue, la prévalence de l'ischémie cérébrale retardée, qui était dans cette étude définie par l'apparition de troubles de la conscience ou d'un nouveau déficit focal moins de 4 jours après l'hémorragie méningée. Et on avait plusieurs critères de jugement secondaire. Donc on avait le pronostic neurologique évalué par le score de Rankin à J10 et à 6 mois, la persistance du déficit à la sortie, la présence d'une anomalie radiographique et la nécessité d'un shunt permanent vulvaire. Donc, dans cette étude, on avait 105 patients dans chaque groupe. C'était des hémorragies méningées de grade 1 dans la majorité des cas, Fisher 2 ou 3 également dans la majorité des cas, sur des anévrismes de la circulation antérieure qui étaient traités par coiling dans 80% des cas, plus de 80% des cas. Le groupe intervention, le groupe DLE, c'était des patients qui avaient une durée de drainage de 5 jours en moyenne. Environ 50% des dérivations lombaires étaient mises avant sécurisation de l'anévrisme. Parmi ces patients, 5 ont nécessité la mise en place d'une dérivation ventriculaire, contre 15 en groupe contrôle. Et parmi les complications, on a eu survenu dans le groupe dérivation lombaire externe de 2 méningites, une infection cutanée au niveau du site de cause, nécessité d'un blue patch sur des céphalées persistantes après le retrait du cathéter, mais par contre, on n'avait pas de complications à type de renseignement de l'anévrisme. Sur les résultats sur le critère de jugement principal, eh bien, on avait des résultats qui étaient significatifs avec une diminution de la prévalence de l'ischémie cérébrale retardée dans le groupe DLE, 21% contre 35% dans le groupe contrôle. Sur les critères de jugement secondaire, on n'avait pas de différence sur la persistance du déficit neurologique à la sortie, pas de différence sur la présence d'une anomalie à l'imagerie, et sur le pronostic neurologique, on avait à J10 un meilleur pronostic neurologique avec un score de Rankin qui était entre 0 et 2, plus de patients qui avaient un score de Rankin entre 0 et 2 dans le groupe DLE, 55% contre 37% dans le groupe contrôle. Par contre, cette différence n'était pas retrouvée à 6 mois. Pas de différence non plus sur la mortalité à 6 mois et pas de différence sur la nécessité de shunt permanent. Donc cette première étude nous permettait quand même de dire que, en tout cas, la dérivation lombaire externe semble avoir un effet positif sur la survenue d'ischémie cérébrale retardée. Maintenant, sur le pronostic neurologique global, une deuxième étude a été réalisée, donc c'est l'étude Early Drain, publiée en 2023 dans le Journal Neurology. Donc cette fois-ci, c'est une étude qui est multicentrique. C'était 19 centres entre l'Allemagne, la Suisse et le Canada, dont l'objectif était d'évaluer l'effet du drainage du liquide céphalospinal par dérivation lombaire sur le pronostic neurologique, également donc, chez des patients avec une hémorragie méningée anévrismale. La population, c'était toute hémorragie méningée anévrismale et qui était traitée dans les 48 heures. Et dans cette étude, ils précisent qu'ils ont exclu quand même les patients qui présenteraient une contre-indication à la dérivation lombaire. Les contre-indications à la dérivation lombaire, c'est principalement la compression des citernes de la base. Et puis, ils ont aussi exclu les patients sous anticoagulation curative. C'était probablement ceux qui avaient été traités et qui nécessitaient une anticoagulation curative après le traitement par artériographie. Donc, l'intervention, c'était traitement de l'anévrisme selon les procédures locales de chaque centre, possibilité d'ajout d'une dérivation ventriculaire si besoin, et mise en place d'une dérivation lombaire avec un objectif de drainage de 5 ml par heure pendant au moins 4 jours. Le critère de jugement principal, c'était le pronostic neurologique à 6 mois, selon le score de Rankin, donc qui était considéré comme bon entre 0 et 2, mauvais entre 3 et 6. Et les critères de jugement secondaire, c'était le taux d'ischémie cérébrale retardée sur une imagerie, diagnostiqué sur une imagerie à la sortie du service, la mortalité, à nouveau le pronostic neurologique, cette fois-ci sur le GOS à 6 mois, le taux d'infection et la nécessité de shunt permanent. Donc là, on avait plus de patients, environ 150 patients dans chaque groupe. C'était des hémorragies méningées de tout grade. On avait principalement des patients de grade 1 et de grade 5, donc des patients graves, cette fois-ci dans cette étude, Fisher 3 ou 4. À noter quand même que plus de 70 patients de chaque groupe avaient une dérivation ventriculaire. C'est-à-dire que donc on avait certains patients du groupe intervention qui avaient une dérivation ventriculaire externe et une dérivation lombaire externe. Ils ne retrouvaient pas de différence sur l'incidence du vasospasme entre les deux groupes. Et pour les complications dans le groupe DLE,
on avait une infection cutanée au site de ponction et une section de cathéter au moment du retrait du début. Et donc sur les critères de jugement principal, là aussi, on retrouve un résultat significatif avec un pronostic neurologique, un meilleur pronostic neurologique dans le groupe DLE. Bon, donc là, du coup, un plus mauvais pronostic dans le groupe contrôle, avec environ 45% de patients du groupe contrôle qui avaient un score de Rankin entre 3 et 6 à 6 mois, contre 33% dans le groupe DLE, un risque relatif qui était calculé à 0,73. Sur les critères de jugement secondaire, on retrouve là aussi, comme dans l'étude LUMES, une diminution significative du taux d'ischémie cérébrale retardée retrouvé sur l'imagerie réalisée à la sortie. Et pas de différence sur le taux d'infection, pas de différence sur la nécessité de shunt permanent et pas de différence sur la mortalité à 6 mois. Et juste là, c'était un petit peu pour imager les prélèvements. En fait, là, c'est deux images de patients qui ont eu à la fois une dérivation ventriculaire externe et une DLE. Et en tout cas, vraisemblablement, on a l'impression que par rapport à la physiopathe qu'on imagine et le fait qu'on essaie de diminuer au maximum l'inoculum sanguin, la DLE a l'air quand même de drainer de drainer un liquide qui est plus hématique que la DVE au même moment T. Suite à toutes ces études, que ce soit de cohorte ou bien les essais contrôlés randomisés, il y a des recommandations qui ont été établies, des recommandations américaines sorties en 2023 qui, elles, incluent donc la dérivation lombaire dans leur prise en charge. Donc c'est une recommandation de grade 1 et qui dit donc que chez les patients avec une hémorragie méningée et une hydrocéphalie aiguë nécessitant un drainage du liquide céphalospinal, on peut utiliser une dérivation ventriculaire externe et ou un drainage lombaire dans un objectif d'améliorer le pronostic neurologique. Et donc dans le cadre de l'hémorragie méningée, voilà, on a pour l'instant des études qui ont l'air d'aller dans le sens de l'utilisation de la dérivation lombaire externe en association ou bien seule dans le traitement de l'hémorragie méningée. Maintenant, la deuxième pathologie qui nous intéresse en neuroréanimation, c'est le traumatisé crânien. Pour l'instant, dans les recommandations, la dérivation lombaire n'est pas évoquée, que ce soit dans les recommandations de la Brain Trauma Foundation en 2016, ni dans celle de la SPAR sur la prise en charge du traumatisé crânien grave dans les 24 premières heures. Elle est même en fait non recommandée dans un algorithme de prise en charge qui a été publié dans Critical Care en 2019. Et donc, en fait, la DVE, pour l'instant, est le traitement recommandé en cas d'hypertension intracrânienne réfractaire au traitement médical. Pourtant, on a quand même des situations qui restent rares, mais qui peuvent arriver, des situations où la DVE s'avère impossible à poser sur des ventricules en fait, qui sont trop fins, qui sont trop collabés. Il y a la neuronavigation qui peut nous aider, mais voilà, on a quand même parfois des situations qui s'avèrent compliquées. Et la question de trouver une autre solution de drainage peut se poser dans ces situations-là. On n'a pour l'instant pas de preuves, on a des articles, on a quelques cohortes dans la littérature qui étudient l'effet de la dérivation lombaire chez le traumatisé crânien grave. Notamment cette cohorte-là, c'est une cohorte montpelliéraine. En fait, à Montpellier, ils ont un protocole de service où c'est un service où ils utilisent la DLE de manière quotidienne, on va dire, avec un protocole de service qui permet de guider les indications. Et donc, ils l'utilisent chez le traumatisé crânien et ils ont publié cette cohorte, une cohorte de 90 patients, divisée en deux groupes, un groupe DLE, un groupe non DLE. C'était des traumatisés crâniens graves avec un score de Glasgow entre 8 et 3. En excluant les patients avec une DVE, et cette cohorte a été faite dans l'objectif de confirmer l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de la DVE et d'évaluer le retentissement sur le pronostic neurologique. Ils retrouvent des résultats plutôt favorables avec une diminution des valeurs de pression intracrânienne, qui est logique si on draine le liquide céphalospinal, et alors un meilleur pronostic neurologique à 6 mois dans le groupe DLE, avec un score de Gauss entre 4 et 5 dans 70% des cas, contre 45
Alors, un résultat qui est quand même à prendre avec des pincettes, puisque c'est quand même une cohorte rétrospective. Ils ont basé leurs résultats sur le pronostic neurologique sur une étude des dossiers des patients. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, des résultats qui semblent favorables. Il y a un essai clinique, c'est le premier essai randomisé, contrôlé randomisé sur l'utilisation de la dérivation lombaire externe chez le traumatisé crânien qui est en cours. C'est un essai américain. Les inclusions sont toujours en cours, mais voilà, en tout cas, on aurait peut-être cet essai dont l'objectif est de voir, lui, la faisabilité et la sécurité du drainage lombaire. Je vais commencer. Et je vais finir ce topo en parlant en fait, de l'hydrocéphalie externe. C'est en fait une notion dont on n'entend pas tant que ça parler, qui est probablement sous-diagnostiquée et qui en fait s'est définie par l'accumulation de liquide cérébrospinal dans les espaces sous-arachnoïdiens péricérébraux. C'est un diagnostic qui est clinico-radiologique et donc au niveau du scanner, on va retrouver un élargissement des sillons cérébraux sans augmentation du volume ventriculaire et avec des citernes de la base bien visibles. Et cette image radiologique doit s'associer avec une dégradation neurologique et ou une hypertension intracrânienne. C'est en fait un phénomène qui survient dans la littérature, c'est retrouvé dans les 3 à 5 jours après une agression cérébrale, principalement un traumatisme crânien, et ce serait lié à la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens qui diminuerait la résorption du liquide. Et en fait, je voulais en parler parce que c'est une indication de drainage lombaire qui est sortie dans les recommandations des neurochirurgiens, recommandations qui ont été publiées au mois de mars 2025, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils font bien, donc en fait, ils indiquent donc, la réalisation d'une dérivation lombaire externe en cas d'hydrocéphalie externe et font bien la différence avec l'hydrome qui, lui, est une collection sous-durale, sans retentissement neurologique, sans hypertension intracrânienne. Donc finalement, est-ce que DLE is the new DVE? Dans l'hémorragie méningée, on aurait envie de dire que plutôt oui. Ça diminue la quantité de sang dans les méninges, ça diminue le taux de complications de l'hémorragie méningée. Ça semble améliorer le pronostic neurologique avec des complications qui finalement sont peu fréquentes, en tout cas pas plus fréquentes que dans les dérivations ventriculaires qu'on utilise d'habitude. Par contre, chez le traumatisé crânien, alors oui, ça diminue la pique, ça a peut-être un effet sur le pronostic neurologique, mais pour l'instant, on a peu d'études de bonne qualité. Donc pour l'instant, je dirais plutôt non à confronter aux études ultérieures. Voilà.